Cette année, c'est le 60e anniversaire de la manifestation du 17 octobre 1961, qui a donné lieu à la plus grande rafle policière depuis celle du Veldiv et au plus grand nombre de morts en manifestation en France métropolitaine de tout le XXe siècle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances impérialistes ont promis l'autodétermination aux colonies. 150 000 musulmans de l'empire colonial français sont incorporés à la partie de l'armée française qui se bat contre l'Allemagne. Mais à cette époque-là, ça fait déjà plus d'un siècle que l'impérialisme français pille et opprime en Algérie. Et dès que l'Allemagne est vaincue, la seule réponse aux aspirations anticoloniales, c'est la terreur. Et ça, dès le premier jour, dès le 8 mai 1945, à Sétif, au cours d'un défilé qui célèbre la victoire des Alliés contre l'Allemagne, un jeune Algérien qui porte le drapeau algérien est tué par la police. Ça va déclencher une série d'émeutes et surtout une vague de massacres de l'armée française qui aboutissent à 102 morts européens et des dizaines de milliers de morts algériens à Sétif, à Guelma et dans tout le Constantinois. Le gouvernement d'union nationale en France, qui regroupe à l'époque toutes les forces politiques de Gaulle au Parti communiste, en passant par la SFIO, qui est le Parti socialiste de l'époque, organise et justifie la répression. Y compris Charles Tillon, qui est membre du Parti communiste et ministre de l'aviation, et qui est donc co-responsable des bombardements. D'ailleurs, dans l'Humanité du 11 mai 1945, on peut lire à Sétif, attentat fasciste le jour de la victoire, en parlant de la manifestation. Et un petit peu plus loin, la police, aidée de l'armée, maintient l'ordre. Malgré ça, des centaines de millions de personnes vont se révolter dans le monde contre l'oppression impérialiste. Pour ce qui est de l'armée française, elle est vaincue par les Indochinois. Au début des années 50, les révoltes embrasent la Tunisie et le Maroc. Et en Algérie, en 1954, le FLN, le Front de Libération Nationale, déclenche la lutte armée pour l'indépendance. Et la réaction de l'État français et de l'armée française, ce sera de mettre le pays à feu et à sang pour essayer, en vain, de mettre au pas le peuple algérien. Et cette guerre coloniale, elle est aussi menée par la gauche. En 1956, le socialiste Guy Mollet remporte les élections sur un programme de paix. Il se fait voter les pleins pouvoirs avec le soutien du Parti communiste, mais tout de suite, il les utilise pour renforcer la guerre. Il augmente le nombre de troupes envoyées en Algérie. Il fait remplacer les tribunaux civils par des tribunaux militaires. Et il prend comme ministre de l'Intérieur François Mitterrand, qui avait déclaré à l'Assemblée nationale, peu de temps après le début de l'insurrection du FLN, alors que lui était ministre de la Justice, « L'Algérie, c'est la France. Tous les moyens seront réunis pour que la force de la nation l'emporte, quelles que puissent être les difficultés et les cruautés de cette tâche. » Alors cette guerre, elle ne touche pas que l'Algérie. Et les jeunes français qui sont plongés dans la barbarie de la guerre coloniale. En France, en métropole, 211 000 travailleurs algériens vivent en 1954 et leur nombre va doubler pendant la guerre d'Algérie. Ils sont ouvriers dans la métallurgie, dans la mécanique, dans l'agroalimentaire. Et par exemple, 4 500 travailleurs algériens travaillent comme ouvriers dans la grande usine Renault de Renault-Billancourt. Et beaucoup sont à la CGT. La moitié de ces Algériens vivent aux portes de Paris, notamment dans des bidonvilles, comme à Gennevilliers, à Nanterre, où 10 000 Algériens vivent dans le bidonville. Ils sont en butte au racisme, à l'hostilité de la police, qui perquisitionne leur logement, qui les arrête au moindre prétexte. Certains d'entre eux sont torturés dans les commissariats parisiens. Et ils subissent aussi les troupes de choc organisées par la police avec des harkis rentrés d'Algérie qui continuent la guerre en métropole. Alors le FLN se bat pour l'indépendance de l'Algérie, ce que les syndicats et le Parti communiste n'osent pas faire et n'osent pas défendre, même pas en parole.
Mais le FLN, il ne combat pas pour que les Algériens, les travailleurs algériens, ils exercent le pouvoir dans le futur régime, ni même pour que ceux qui vivent en France défendent leurs intérêts de classe aussi en France. Il recule devant aucune pression pour obtenir les cotisations qui financent le combat en Algérie. Il tolère aucune opposition. D'ailleurs, il mène une guerre sans pitié contre ses concurrents, comme le MNA, qui était un mouvement nationaliste qui était très influent dans l'émigration algérienne en France. En janvier 1961, un référendum est organisé par le pouvoir qui pose la question de l'indépendance. Et c'est l'autodétermination qui l'emporte, en métropole comme en Algérie. En mai 1961, les négociations d'Évian commencent entre le gouvernement français et le FLN. À ce moment-là, les dirigeants français savent qu'ils ont perdu la guerre. Mais ils veulent rester à tout prix en position de force pour essayer de garder au maximum le contrôle de l'Algérie, et en particulier des hydrocarbures du Sahara, et pour pouvoir aussi continuer à faire des essais nucléaires dans le Sahara algérien. Au même moment, l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, une milice d'extrême droite qui recrute dans la police et dans l'armée, se structure et entre en action. Alors pour renforcer la pression contre le FLN et aussi pour satisfaire les policiers, Papon, qui est préfet de police, qui est aussi un ancien organisateur de déportation de juifs sous Vichy, décide de mettre en place un couvre-feu raciste qui vise uniquement les travailleurs algériens. C'est le 5 octobre 1961. Il fait écrire par la préfecture de police: il est fortement conseillé aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler la nuit à Paris et dans la banlieue parisienne. Quelques jours plus tard, aux obsèques d'un policier victime d'un attentat du FLN, ils étaient une quinzaine à l'avoir été cette année-là, pour chaque coup, il dit, pour chaque coup donné, nous en porterons 10. Et peu après, dans une tournée des commissariats parisiens, il autorise les policiers à tirer s'ils se sentent menacés. Alors le FLN, contre ce couvre-feu raciste, il décide d'organiser une manifestation. Mais il veut que ce soit une manifestation pacifique, sans armes, et même sans organisation de défense de la manifestation. La date va être tenue secrète jusqu'au tout dernier moment, et elle aura lieu le 17 octobre 1961. Ce soir-là, 30 000 manifestants vont s'efforcer de défiler, de gagner le centre de Paris, 30 000 Algériens. Très tôt, des rumeurs circulent sur les radios de la police qui disent que les Algériens attaquent et tuent des policiers. La hiérarchie policière, Papon, savent que c'est complètement faux, mais ils laissent la rumeur enfler. Pendant ce temps-là, les manifestants commencent à se regrouper. Au rond-point de la Défense, ceux qui vivent à Argenteuil, à Puteaux, à Nanterre se rejoignent. Et au moment où ils traversent le pont de Neuilly, ils sont chargés par la police, passés à tabac, et la police tire sur eux et jette ensuite les cadavres des manifestants dans la Seine. Au rond-point de l'Étoile, les manifestants sont embarqués au fur et à mesure qu'ils sortent des stations de métro et aussi frappés par la police. Dans le quartier latin et sur les grands boulevards, là aussi, la police charge et tue des manifestants. Un certain nombre de ceux qui sont arrêtés sont emmenés à la préfecture de police, sur l'île de la Cité. Et dans la cour de la préfecture de police, des dizaines d'entre eux sont frappés sauvagement et une cinquantaine va être assassinée et leurs corps seront jetés ensuite dans la Seine. En fait, pendant des jours et des jours, le feu va charrier des cadavres. Et on retrouvera aussi des corps d'Algériens pendus dans le bois de Boulogne. Ceux qui ont été arrêtés, ils sont emmenés dans les centres, ce que la préfecture appelle les centres de tri, les endroits où ils emmenaient les Algériens qui avaient été arrêtés, à Beaujon, à Vincennes. Mais les centres de tri sont complètement saturés. À Vincennes, il y a déjà 1500 personnes arrêtées. Il y en a 2000 autres qui sont emmenés au stade Pierre de Coubertin, plus de 7000 qui sont emmenés au Palais des Sports. Et là, ils vont être retenus, interrogés, laissés sans boire ni manger longtemps, à nouveau frappés, laissés sans accès à des toilettes dans des conditions infernales pendant plusieurs jours. Finalement, en 4 heures, le 17 octobre, il y a plus de 11 500 personnes qui vont être arrêtées. Le 18, il y a encore des manifestations, encore des arrestations, encore des morts.
Et au bout du compte, entre le 17 octobre et le 19 octobre, c'est plus de 14 000 personnes qui vont être arrêtées et plus de 200 manifestants qui sont tués. Pourtant, le lendemain, la préfecture de police annonce 2 morts algériens, 1 mort français et une dizaine de policiers blessés. Ils prétendent que les policiers, les CRS ont répondu à la violence des manifestants. Il y a très peu d'écho dans la presse, même dans la presse de gauche, alors qu'il y a déjà des premiers témoignages qui arrivent et que des manifestants ont été passés à tabac juste devant les locaux du journal L'Humanité. À part un rassemblement de quelques dizaines d'intellectuels et d'étudiants autour du philosophe Jean-Paul Sartre et une manifestation de 300 jeunes du Parti socialiste unifié, qui sera vite dispersée par la police, les grandes organisations de gauche, les grands syndicats n'organisent rien. Alors qu'au même moment, il y a des milliers et des milliers de travailleurs algériens qui sont encore détenus dans les stades. Le 20 octobre au matin, il y a 1500 femmes et enfants algériens qui se dirigent vers les centres d'incarcération qui sont à nouveau arrêtés par la police. Ils y vont seuls, alors que la gauche regarde ailleurs, complètement gangrénée par son réformisme et par ses complicités avec le pouvoir sur la question coloniale. Dans le 14e arrondissement, les femmes qui sont arrêtées sont emmenées par les policiers à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne. Et ça indigne le personnel de santé qui commence par faire sortir les policiers et qui arrive à aider les prisonnières à s'enfuir. À Renaud-Billancourt, les ouvriers forcent le patron à pas faire de retenue sur salaire à leurs camarades algériens qui ne se présentent pas au travail ce jour-là. Il y a aussi un camion de police qui est secoué pas très loin de l'usine le 20 octobre à midi et les ouvriers crient « assassin » aux policiers. Bon, mais c'est à peu près tout. Quelques autres débrayages dans d'autres usines, mais ces témoignages de solidarité, ils sont minoritaires à ce moment-là, mais ils existent. Et les syndicats, les partis de gauche, ils n'ont rien fait pour essayer de les renforcer, de les organiser, de leur donner du poids, de leur donner de la visibilité. Dans le premier éditorial des bulletins d'entreprise de Voix ouvrière, qui va donner ensuite naissance à Lutte ouvrière, qui suit la manifestation le 23 octobre 1961, qui est titré « Pour qui sonne le glas », les camarades de Voix ouvrière s'insurgeaient contre l'inaction des syndicats. Ils écrivaient « Laisser la répression s'abattre sur les travailleurs algériens, c'est permettre qu'elle s'abatte par la suite sur nous tous. La politique du laisser-faire du père tranquille qui ne veut pas se mêler des affaires des autres parce qu'au fond, il espère échapper à leur sort, c'est celle qui permet à la bourgeoisie de nous dominer en nous divisant et en nous battant séparément les uns après les autres. » Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, une manifestation organisée contre l'OAS, le 8 février 1962, va voir une intervention de la police qui va causer 9 morts au métro Charonne, 9 morts membres de la CGT, dont 8 membres du Parti communiste. Toutes les voix qui s'exprimaient pour essayer de faire connaître cette répression ont été étouffées. Il a fallu des reportages comme ceux du photographe Élie Kagan, des films témoignages comme Octobre à Paris, Une journée portée disparue, ou Ici on noie des Algériens, pour que la vérité commence à émerger. Il a fallu aussi le travail d'historiens comme Jean-Luc Einaudi, qui allait consulter les registres des cimetières parisiens, du cimetière de Thiers, de l'Institut médico-légal, qui a regroupé des témoignages, qui a étudié les archives de la Fédération de France du FLN. C'est grâce à tout ça que la responsabilité de la police et de Papon ont pu être mises en évidence. Et encore aujourd'hui, des associations se battent pour faire connaître ce crime d'État. Parce que l'État a assumé la répression du 17 octobre 1961 par le silence et par la censure. Les 60 informations judiciaires qui ont été ouvertes après la manifestation se sont toutes soldées par des non-lieux. Il y a une personne qui a été condamnée, c'est un délégué CGT du commercial de la gare d'Austerlitz, condamné pour outrage, pour être intervenu contre l'intervention policière dans la gare. Les documentaires qui ont été réalisés, les livres qui ont été écrits dans les temps qui ont suivi ont tous été saisis et dans la mesure du possible détruits. Les archives administratives ont été inaccessibles pendant 40 ans
Et aujourd'hui, un bon nombre d'entre elles ont disparu, c'est-à-dire qu'elles ont été détruites, y compris le rapport que Papon avait envoyé le lendemain de la manifestation au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre et au président de la République. Tous les exemplaires ont disparu. L'État a aussi assumé la répression par la carrière qu'il a assurée aux responsables. Papon, par exemple, donc toujours sous De Gaulle, est resté préfet de police jusqu'en 1967 et il a même été ensuite ministre pendant 3 ans sous Giscard d'Estaing. Roger Frey, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, reste ministre de l'Intérieur jusqu'en 1967 et il terminera tranquillement sa carrière comme président du Conseil constitutionnel. Il a fallu 50 ans pour qu'un président de la République, Hollande, admette timidement l'existence d'une répression sanglante le 17 octobre 1961. Bon ben Macron, hier, c'est de l'hypocrisie. Hein. Il n'a pas remis en cause la politique qui était celle de l'État français à un moment de la guerre d'Algérie, qui visait à défendre le colonialisme. Maintenant, c'était une guerre coloniale. Il s'est contenté de rejeter la responsabilité sur le préfet Papon. Papon a une responsabilité écrasante puisqu'il avait dit à la police auparavant « ne faites pas de cadeaux ». Hein, donc il est évident que c'était la porte ouverte au massacre, mais Papon n'est pas le seul. Hein, derrière lui, il y avait tout le gouvernement, l'appareil d'État et le gouvernement français, avec Debré, Premier ministre, qui était d'ailleurs un des partisans de l'Algérie française. Il y avait Roger Frey, ministre de l'Intérieur, qui lui-même il donnait carte blanche à la police. Hein, et puis derrière, il y avait le chef de l'État, De Gaulle. Faire connaître les crimes de l'État français en octobre 61, c'est un combat qui montre que derrière sa façade démocratique, toutes ces libertés, égalité, fraternité, les fondations de la République française reposent sur des monceaux de cadavres. L'État français, il est prêt à tout pour protéger, sauvegarder ses hommes de main, ses ministres, ses policiers, son armée, ses tribunaux qui garantissent les intérêts de la bourgeoisie française. C'était le cas hier. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et ce sera le cas jusqu'à ce que les travailleurs soient parvenus à renverser cet État, à prendre le pouvoir et à l'exercer eux-mêmes.